La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à une nouvelle édition de Café Philo. Comme vous le savez, tous les mardis soirs, nous nous réunissons ici au Café des Copains pour proposer une discussion, un échange autour d'un propos avec un invité. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Lukenson Jean. Il est docteur en sciences sociales, directeur du programme de master en anthropologie sociale à la faculté d'ethnologie et également professeur à l'Université d'État d'Haïti. Avec lui, ce soir, nous allons réfléchir autour d'un thème qui nous parle à de multiples égards. Il s'agit de celui-ci. L'État atomisé, propos sur le problème de l'institution dans la société haïtienne. Avant de vous en dire quoi que ce soit, et pour rester fidèle comme d'habitude au format de Café Philo, je vous demande donc, chers amis, de vous mettre debout pour entonner ensemble la Dessalinienne. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, n'honorons point le maître, du sol soyons un maître, marchons unis, pour le pays pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays pour les ancêtres, pour le drapeau. Mourir est beau, notre passé nous crie, ayez la baguette. Mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. À présent, nous allons auditionner la chanson fétiche de Café Philo, Hasta Siempre, de Julio César Barbosa. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida
Guevara. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Merci. À présent, nous allons visionner un reportage réalisé par France 24 qui s'intitule « Haïti, le casse-tête de la reconstruction ». Suivez avec intérêt, nous vous revenons pour la suite. Merci de votre intérêt pour ce reportage qui anticipe, à mon avis, le propos du professeur Jean. Encore une fois, à titre de rappel, le thème de ce soir est donc le suivant: l'État atomisé, propos sur le problème de l'institution dans la société haïtienne. Évidemment, quand nous parlons d'État en Haïti, il nous faut automatiquement penser à un ensemble de travaux de recherche qui sont produits régulièrement par des chercheurs, évidemment, et qui tentent à chaque fois de projeter un regard nouveau sur cette question. Avec Jean-Luc Henson, il est question d'État atomisé. Qu'est-ce qu'il entend par là? Quel type de stratégie ou quelles sont les modalités qu'utilise l'État haïtien à proprement parler pour agir? Quelles sont ces modalités qui le singularisent à proprement parler? Et dans quelle mesure ce problème d'État atomisé peut être lié, on va dire, comme substantiellement à la question du problème de l'institution? Comment peut-on envisager l'institution comme structure qui s'établit dans ce pays et comment, par le biais même de cette structure, l'État oriente sa politique, conduit sa politique au nom de la population et en faveur également de cette même population. Pour en parler plus largement et surtout plus concrètement, Jean-Luc Henson est avec nous ce soir à Café Philo. Pendant 30 minutes, il s'efforcera de nous en dire, de faire le contour en tout cas de ce dont il va s'agir s'agissant de ce thème. Merci de l'applaudir comme d'habitude. Merci. Bonsoir à tous et à toutes.
je remercie l'équipe de Café Philo, notamment Ralph, d'avoir pensé à m'inviter et à me donner l'opportunité d'exposer les résultats de recherche en cours sur l'État haïtien. Je pense que c'est, comment dire, c'est une opportunité quand Ralph m'a appelé pour me proposer d'intervenir ce soir à Café Philo. Donc j'ai trouvé que c'était une opportunité à ne pas rater. Donc j'ai accepté du premier coup parce que je me suis dit qu'au fond, j'ai pas mal de choses à dire, surtout que j'ai des travaux en cours et notamment les travaux qui concernent l'État haïtien. Donc voilà. Alors, il faut dire qu'au départ de cette réflexion, enfin, il y a quelques faits dont je vais vous exposer un d'entre eux qui m'ont attiré l'attention. Alors, étant de retour en Haïti, j'ai observé un jour comment les rues étaient vides. Les rues de Port-au-Prince, et notamment au niveau de Delma 33, étaient totalement vides. Il n'y avait quasiment personne, alors qu'en général, c'est un coin qui est bondé, qui est blindé de monde. Et j'ai demandé à un chauffeur de tap-tap, pourquoi est-ce qu'il y a très peu de monde ce matin, alors qu'en général, c'est blindé. Là, il me fait gain officiel qui est invité là. C'est ça que fait ouais ou pas ouais en plus monde là matin. Donc, et là, en fait, ça a attiré mon attention et je me suis dit, voilà un bon point de départ pour réfléchir un peu sur le comportement de l'État haïtien. Parce qu'en général, on croit qu'il s'agit d'un État impuissant, qui est constamment dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, qui est incapable, qui n'a pas le, comment dire, qui n'a pas les moyens de gérer, comment dire, le flux humain qu'on a un peu partout dans les rues de Port-au-Prince. Ben voilà, on se rend compte que l'État, à chaque fois qu'il a besoin, à chaque fois que le besoin s'impose, l'État a les moyens de rappeler que c'est lui qui détient la puissance publique, c'est lui qui détient le monopole de la violence physique et qui peut chasser tout le monde en l'espace de quelques secondes, l'espace d'un sillement. Bon, voilà. Et donc, je me suis dit, plutôt que de faire comme beaucoup d'auteurs qui passent leur temps à qualifier l'État haïtien, il serait peut-être mieux de décrire le comportement de l'État, de préférence. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de... décrire comment l'État se comporte, hein, plutôt que d'avoir un point de vue plutôt normatif, qui consiste à constamment qualifier l'État haïtien, le mieux, ça serait peut-être de décrire ce qu'il fait, comment il se comporte, hein, quelle attitude il adopte en général, et comment il se comporte devant certaines situations. Et alors, je me suis dit que ce faisant, je proposerais une autre, grille de lecture, une autre perspective de ce que c'est que l'État haïtien, plutôt que de dire, en gros, qu'il est faible, qu'il est néo-patrimonial, comme le font beaucoup d'auteurs. Bon. Alors, parce qu'en général, il y a très peu de travaux, il faut le rappeler, en sciences politiques ou en sociologie, qui sont consacrés à décrire ce que fait l'État, comment il se comporte. Ces travaux, ils sont très peu nombreux. La plupart du temps, les travaux, ils passent leur temps à dire, à prescrire. Bon, je ne dis pas que la prescription n'est pas importante, mais je crois qu'il faut d'abord commencer par décrire avant de prescrire. Bon. Même si, certains diront que la description comporte toujours une part de prescription. Bon, il n'y a pas de description neutre. Donc, tout ça pour dire qu'en général, les travaux
qui sont consacrés à l'État haïtien, ce sont des travaux, en tout cas, de mon point de vue, qui sont pris dans une sorte d'inflation conceptuelle. Pour reprendre une expression du sociologue Jean-Claude Passeron, bon, État néo-patrimonial, et comme dit Sauveur Pierre-Etienne, État faible, comme dit Corten par exemple, ou Feldman, État marron, payant, bon. Puis certains auteurs le décrivent comme l'État failli. État failli, voilà, ou affaibli, bon. Mais en gros, ce sont des travaux qui ne disent pas, en gros, on a, si vous voulez, une inflation conceptuelle, mais ces travaux ne disent pas, en gros, comment l'État se comporte. Alors, je me souviens, soit dit en passant, d'une conférence que j'avais donnée à la faculté des sciences humaines, où une étudiante m'avait posé une question en me demandant si je pensais qu'il y avait un État haïtien ou bien un État en Haïti. La distinction serait de Jean Casimir. Bon. Alors, là encore, voilà, vous avez, il y a plein de concepts. L'État en Haïti, il n'y a pas d'État haïtien, mais il y a un État en Haïti. Mais en gros, je me suis dit, voilà, si on regarde de près ce que fait l'État haïtien, bon, la question de savoir s'il existe ou pas ne se pose même pas. Il existe, c'est un fait. L'État délivre des diplômes, comment dire, des attestations, l'acte de naissance, tout ça. Donc l'État, en gros, il n'y a pas de doute sur son existence. Donc le mieux, à mon avis, c'est de décrire ce qu'il fait, de regarder de plus près ce qu'il fait en tant qu'institution pour pouvoir mieux le comprendre. Et en fait, il faut dire que c'est de là qu'est parti le projet de travailler sur l'État. Voilà. Donc, alors, l'idée de continuer dans cette voie a été renforcée en lisant un article d'un politiste français qui s'appelle Jean Verlin. Jean Verlin, qui a observé à juste titre que les sciences sociales haïtiennes, notamment, on l'entend verser dans des discours autoréalisants, enfin autoréalisateurs sur la nature de l'État haïtien. État failli, État faible, sans vraiment penser à produire une analyse rigoureuse, enfin une analyse empirique rigoureuse. Donc, ce qui m'a inspiré, partant d'observations dont j'ai parlé au début de mon intervention, ce qui m'a inspiré un premier concept, qui est le concept d'État en retrait, qui est une posture de l'État, au fond. L'État haïtien, il se met en retrait. Alors, le retrait dont il s'agit, ce n'est pas le retrait dont on parle souvent en sciences politiques, puisque, en général, en sciences politiques, il y a beaucoup de chercheurs qui parlent du retrait de l'État. Mais c'est dans un sens qui est autre que celui dont il s'agit ici. C'est pour ça que moi, je parle d'État en retrait. Et donc, j'ai estimé que c'est un concept qui permet de décrire beaucoup plus le comportement de l'État, la posture qu'il adopte. Et au fil de ma réflexion, je me suis rendu compte qu'au fond, la posture du retrait, c'est plutôt une modalité du fait que l'État est atomisé, au fond. Du fait que l'État est atomisé, alors, dans le cadre de mon propos, il ne s'agit pas de penser, comment dire, de proposer, enfin, de plaider en faveur de l'avènement de nouvel État. Je ne dis pas que ce ne soit pas important, c'est important, mais moi, ce qui m'intéresse d'abord comme sociologue d'enquête, c'est de comprendre comment l'État se comporte, enfin, c'est de comprendre comment l'État fonctionne, sans d'abord proposer de jugement de valeur, sans d'abord formuler de jugement de valeur sur son fonctionnement. Ce qui m'intéresse d'abord, c'est de comprendre comment il fonctionne, comment il se comporte. Et en fait, l'idée de continuer sur cette voie théorique a été encore une fois renforcée en lisant une autre politiste qui s'appelle Béatrice Hibou, qui a fait des travaux sur le problème de la privatisation de l'État, qui a montré que, même si c'est dans un sens autre que celui dont il s'agit ici, qui a montré que l'État a toujours été privatisé. L'État est toujours privé au fond.
Bon, même si elle, ses recherches portent sur la privatisation au sens où il y a une logique de décharge comme nouvelle forme d'intervention de l'État aujourd'hui. Mais en fait, ces travaux m'ont beaucoup inspiré. Alors, un autre auteur qui m'a beaucoup inspiré dans le cadre de ce travail, c'est Jean-François Bayard, qui a produit un bouquin assez important qui s'appelle L'État en Afrique, la politique du ventre. Alors, mes travaux s'inspirent largement des travaux de Bayard, des thèses de Bayard, même si je m'en écarte, je m'en éloigne par moments. Bon, ce qui est normal puisque Haïti possède ses spécificités, donc je trouve que c'est normal de m'en écarter. Donc, tout ça pour dire que, voilà, d'où est partie l'idée de travailler sur la question de l'État haïtien. Donc, mon propos se structure en deux temps. Dans un premier temps, je présente le concept d'État atomisé et ses avatars. Et donc, autrement dit, la problématique de ma réflexion. Et dans un second temps, je parle des conséquences du fait que l'État soit atomisé. Donc je conclus sur le problème symbolique que ça pose, à mon avis, qui est celui de la crise de nos institutions en Haïti en tant que tel. Donc ce que j'entends par État atomisé, c'est un État qui ne réussit pas à se penser comme un tout, comme une structure transcendante, et donc qui est dans l'incapacité enfin du moins dans une certaine mesure, de maintenir la cohésion sociale, et donc de cacher sa dimension partisane. Donc par définition, l'État atomisé ne cherche pas à défendre l'intérêt général, et fait souvent l'objet de captations entre différents clans et factions rivaux. Alors, d'un point de vue praxéologique, l'État atomisé est incapable de poser des actions coordonnées et structurées dans l'espace et le temps, et donc d'assurer sa propre continuité. En ce sens, il semble voué à s'inscrire constamment dans le conjoncturel, l'immédiat, compte tenu de l'individualisme qui règne en son sein. Donc, autrement dit, il est incapable de concilier bien-être privé et bien-être collectif, et donc de penser le bien commun. Et en ce sens, on se rend compte que l'État atomisé, il a partie liée avec ce qui est décrit par d'autres auteurs comme l'État néopatrimonial. Donc il faut rappeler qu'au fond, l'État atomisé tel que moi je l'entends n'est pas du tout en opposition à ce qui est décrit comme l'État néopatrimonial par quelqu'un comme Pierre Etienne, par exemple, mais plus précisément par un politiste d'enquête qui est Jean-François Bayard. Donc l'État atomisé s'inscrit, enfin, c'est une sorte d'exacerbation de l'État néopatrimonial en tant que tel. Donc c'est la forme exacerbée de l'État néopatrimonial en ce sens, et il faut dire que une des formes que revêt l'État atomisé, c'est ce que j'appelle, enfin une des modalités d'État atomisé, c'est ce que j'appelle l'État en retrait. Parce qu'en fait, le fait que l'État soit atomisé le pousse à se mettre en retrait. L'atomisation, c'est-à-dire le fait que l'État n'arrive pas à se penser comme un tout transcendant, en mesure de défendre l'intérêt général, en mesure d'organiser le corps social, eh bien l'État, la posture qu'il finit par adopter, c'est de se mettre en retrait, tant que ses intérêts collectifs, enfin tant que ses intérêts ne sont pas en jeu, au fond. Enfin, pour prendre un exemple rapidement, un peu partout en Haïti, on voit des déchets. Bon, les déchets ne sont pas gérés, les rues sont crades, elles sont sales, comment dire, les routes sont défoncées, bon, il n'y a rien, la circulation n'est pas gérée, etc. Bon, les vendeurs envahissent les rues, on n'arrive pas à circuler normalement, bon, et on a l'impression qu'il n'y a personne au fond. Bon, et qu'est-ce qui se passe? L'État n'intervient pas parce que tout simplement, ça ne le dérange pas, voilà, il se met en retrait, ça ne le dérange pas, et
à partir du moment où ça le dérange, il intervient. Il peut intervenir. Il peut intervenir pour, comment dire, pour chasser soit les vendeurs, les petites marchandes, soit pour chasser, enfin, comment dire, pour laisser la voie libre, comment dire, aux agents dominants. L'État peut faire ça au fond. Mais au fond, on va dire, après, sinon, il n'intervient pas. Il n'intervient pas, au fond. Et, alors, il n'intervient pas, c'est pas parce qu'il n'en a pas les moyens. Contrairement à ce qu'on dit, hein, comme je vais le montrer tout à l'heure, l'État a les moyens d'intervenir. Alors, comme ce qui l'intéresse, ce n'est pas le bien commun, ce n'est pas le bien-être collectif, ce n'est pas la gestion de la collectivité, eh bien, il n'intervient pas. Bon. Donc, comme je le disais, en ce sens, l'État atomisé, l'atomisation, c'est la forme exacerbée même du néopatrimonialisme. Il faut rappeler à la suite de certains politistes que l'État haïtien, dès son origine, depuis Dessalines, a toujours été un État néopatrimonial. C'est-à-dire c'est un État néopatrimonial. La gestion de l'État, la gestion des biens publics, le rapport à l'institution étatique a toujours été un rapport patrimonialisant. Donc c'était, enfin, les affaires publiques ont toujours été gérées comme des affaires privées. Enfin, c'était un petit peu ce que Bourdieu appelle un état de type personnel. Ça a toujours été un état de type personnel. Et Duvalier, jusqu'au règne des Duvalier, l'État est resté un État néopatrimonial. Et comme le disent certains auteurs, le duvalierisme, c'est la dimension paroxystique, hein, c'est le paroxysme du patrimonialisme en tant que tel, où vraiment l'État est géré vraiment en famille. C'est la dynastie, voilà. C'est un peu, enfin, pour reprendre une opposition de Bourdieu, c'est un peu la maison, c'est un peu la maison du roi. Enfin, Bourdieu a un bel article qui s'appelle De la maison du roi à la raison d'État. Bon, c'est un peu géré comme la maison du roi au fond, hein. Donc, on est totalement loin de la raison d'État au fond, mais c'est un peu ça au fond, hein. Les affaires publiques sont gérées comme les affaires privées, et donc le duvalierisme, c'est le paroxysme même de l'État néopatrimonial. Maintenant, il me semble que comment dire, l'atomisation de l'État a commencé à partir des années, fin des années 80, mais il me semble que ça a commencé réellement à partir des années, du début des années 90, où l'État a cessé de se penser comme un tout, même si on peut penser que avant l'instauration de la démocratie, ce problème d'atomisation a déjà commencé, on peut le penser, mais je crois que l'État a commencé à s'atomiser et à se mettre en retrait à partir des années 90, où, même si, malgré le fait que la démocratie soit instaurée en Haïti, en tout cas c'est le début de la démocratie, avec l'élection de Aristide en décembre 90, on peut penser que ce processus a commencé à partir de cette période et se perpétue jusqu'à aujourd'hui. Ça, on peut le penser. Et donc, ce tournant, c'est une nouvelle posture de l'État haïtien. Alors, c'est vrai que si on regarde l'histoire d'Haïti, on peut par moments remarquer qu'il y a eu des moments d'atomisation. Il y a eu des moments de retrait, des moments où l'État s'est mis en retrait. Bon, mais au fond, ça ne s'est pas systématisé, ça ne s'est pas imposé comme ça l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu assez systématique. Alors, parallèlement, ce qui est frappant, c'est de voir comment le corps social aussi, comment ça a des implications, des impacts assez sérieux, des conséquences très sérieuses sur le corps social aussi, en tant que tel. Alors, ce qui a conduit à l'atomisation, c'est, c'est cette longue politique du ventre, au sens de Bayard. Au sens de Bayard, repris par Robert Faton, et repris en quelque sorte par le sociologue haïtien Eddy Saint-Paul, dans son doctorat de sociologie. Il a repris le même concept, le concept de politique du ventre, c'est-à-dire la politique devient un moyen de s'enrichir. Donc, on fait de la politique non pas parce qu'on a un projet, non pas parce qu'on veut changer véritablement la société, mais parce que justement, ça constitue un moyen de s'enrichir, un moyen de
de s'enrichir et, comment dire, d'avoir du pouvoir. C'est ça aussi. Hein. Donc, la politique du ventre, c'est ça au fond. Et donc, c'est le fait que cette politique du ventre soit exacerbée qui conduit à l'atomisation. Puisque, au fond, qu'est-ce qui se passe quand l'État est atomisé et quand la politique du ventre devient dominante? Eh bien, vous avez un ensemble de clans, un ensemble d'agents. L'État est réduit en ensemble d'agents ou de clans. Il est réduit en ensemble de factions qui sont en concurrence, qui luttent entre elles pour accéder au pouvoir, pour accéder à l'État au fond. Hein. L'État devient, c'est à la fois une institution, mais une institution dont certains veulent s'accaparer, dont certains veulent s'emparer, pardon. Donc ils veulent s'emparer de l'État parce que l'État constitue le moyen d'avoir non seulement du pouvoir, mais aussi d'avoir de l'argent. Donc, et là je reprends un concept, je m'inscris dans la lignée de Bayard qui consiste à dire que là, ça constitue une nouvelle forme de gouvernementalité, au sens de Foucault. Et donc, comme je le disais à l'instant, l'atomisation conduit l'État à se mettre en retrait. À se mettre en retrait parce que l'État ne se pense pas comme un tout, il n'arrive pas à s'organiser, à se coordonner, à coordonner ses actions. Donc, du coup, il se met en retrait. Il se met en retrait. Alors, le fait que l'État se mette en retrait ne veut pas dire pour autant qu'il soit impuissant. Ça, c'est. Alors, même si, par moment, même si en général, l'État, il se déclare impuissant, il se déclare impuissant, il se montre impuissant, mais quand il le veut, il peut agir, il peut intervenir pour rappeler que le monopole de la violence physique légitime, c'est lui qui l'a. Et pas que ce monopole, mais aussi le monopole de la violence, enfin de la contrainte, pas seulement physique, mais aussi psychique. Donc les deux, l'État peut rappeler par moment qu'il a encore ce monopole, à chaque fois que ses intérêts sont en jeu. Et tous les travaux, il me semble, montrent qu'effectivement, le retrait, c'est une posture, c'est pas du tout un état définitif, c'est plutôt une posture de l'État en tant que tel. Alors, ce retrait, ça conduit à ce que j'appelle, mais là je reprends un concept de Weber, dans un sens beaucoup plus large, à ce que j'appelle une logique de décharge, au fond. Alors, la décharge dont il s'agit ici, ce n'est pas la décharge au sens où l'État confie certaines tâches à des structures privées. C'est pas ça, c'est pas tout à fait en ce sens. Là, j'appelle décharge, c'est plutôt le fait que l'État se désengage par rapport à certaines tâches et se déclarant impuissant, il n'intervient pas. Par exemple, pour gérer les déchets, par exemple. Pour gérer les déchets, pour gérer la circulation, pour gérer l'environnement. Donc l'État ne confie pas. Là j'emploie le terme décharge en un sens assez large, on va dire. C'est-à-dire, pour gérer ces questions, l'État n'intervient pas parce qu'il est impuissant, il n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens. Et qu'est-ce qui se passe? Il laisse faire. Donc les acteurs sociaux, les citoyens, ils les laissent faire. C'est eux qui essaient de tout gérer. Alors, ce qui est frappant, ce qui est cette modalité même de l'État en retrait, en ce sens, c'est le fait que, à partir du moment où les citoyens ont fini par s'arranger, par se coaliser pour se gérer eux-mêmes, gérer leur environnement, et là, l'État peut intervenir. L'État, il intervient. Et en ce sens, l'État en retrait, c'est un État prédateur en ce sens. Et au sens de Lundal, par exemple. Il est prédateur. Mais la prédation n'a pas lieu à tout prix. L'État attend, par exemple, si on prend... Ça me fait toujours penser à un coin qui s'appelle Gérald Bataille. Gérald Bataille, quand je dis aux gens, mais est-ce que ça existe ou pas? Gérald Bataille, est-ce que ça existe? Bon. Gérald Bataille n'existe pas, au fond. Donc, les riverains, les habitants appellent le coin Gérald Bataille. Donc, l'État, se déclarant impuissant pour faire de l'aménagement du territoire, il ne fait rien. Et donc, les riverains appellent le coin Gérald Bataille. On ne sait pas où ça commence, ni où ça finit. Voilà.
Et qu'est-ce qui se passe? On voit des voitures, on voit des véhicules de transport estampillés Gérald Bataille. Et ils sont enregistrés comme des véhicules de transport en commun qui font la ligne, qui assure le transport en commun sur cette ligne-là au fond. Donc l'État n'intervient pas, il laisse faire les agents, il laisse faire les individus eux-mêmes. Donc il y a une sorte d'aménagement par le bas, et une fois que les individus se sont arrangés pour s'organiser eux-mêmes, l'État intervient. Il intervient soit pour priver des taxes, soit pour faire comme si il allait mettre de l'ordre. Voilà. Et c'est ça, au fond, une des caractéristiques de l'État en retrait. Au fond, il n'intervient pas parce qu'il se dit impuissant, mais du moment que les individus s'arrangent, eh bien, il est prêt à intervenir. Il est prêt à priver des taxes à chaque fois. Donc, un exemple beaucoup plus frappant de l'État en retrait, qui est une forme d'État minimal, au fond, et privatisé. Privatisé, pas au sens où l'État confierait un ensemble de tâches à des entreprises privées, c'est pas en ce sens, c'est surtout au sens où il s'agit d'un État dans lequel ceux qui en font partie, au fond, ils peuvent tirer des avantages privés, disons personnels. Bon. Quand un sénateur, par exemple, loue sa propre maison à l'État, le sénateur, il fait partie de l'État. Il fait partie de l'État, au fond. Donc, c'est un sénateur qui fait partie de l'État, et le fait qu'il loue sa propre maison ou ses véhicules à l'État n'est possible que parce que lui fait partie de l'État, au fond. Donc, au fond, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une forme de... c'est pas une anomalie, c'est un type d'État qui fonctionne comme ça. Il faut le regarder comme un type d'État, c'est un type d'État qui fonctionne comme ça. Enfin, d'un point de vue empirique et sociologique, il ne faut pas regarder ça comme étant une anomalie. Enfin, c'est un peu comme, c'est un peu au sens où Durkheim disait que le crime était normal. Ça, c'est normal. C'est un fonctionnement normal de ce type d'État. Ce type d'État fonctionne comme ça. Donc, un exemple très simple pour montrer qu'effectivement, l'État est faussement impuissant, et que quand il s'agit de décrire, de défendre ses intérêts, et ceux des agents dominants, l'État peut intervenir. Alors, comme je le disais à l'instant, le fait que l'État se mette en retrait ne veut pas dire pour autant qu'il soit faible, ni impuissant. Et l'impuissance, en ce sens, n'est qu'une posture. Par exemple, une politiste comme Yasmine Shamsi a montré comment l'État a mobilisé toutes ses capacités, toutes les capacités dont elle dispose, en vue de permettre l'installation de l'entreprise nord-coréenne de textile, Sea Trading Company, afin que celle-ci puisse produire des vêtements à destination des États-Unis. Ça, c'est à Caracol. Donc, c'est là, à mon sens, une autre caractéristique de l'État en retrait, en tant que tel, en tant que modalité de l'État atomisé. Donc, là où on le croit impuissant, il peut toujours mobiliser toutes ses forces, toutes ses capacités lorsqu'il s'agit de défendre de grands intérêts économiques. Très bien. Donc, en l'occurrence, un investissement de plusieurs centaines de millions d'euros, de dollars, pardon. Hein. Donc, ça permet à l'État ainsi qu'à ses factions dominantes, remarquez que je ne parle pas de classe sociale, hein, de classe dominante, de produire, pour reprendre l'expression de Max Weber, une théodicée de leurs propres privilèges et de justifier ainsi l'ordre social dont ils ont la maîtrise à tout niveau d'échelle. Donc, autrement dit, le fait que l'État se mette en retrait, c'est pas du tout, ça ne veut pas dire pour autant que l'État est dans les capacités d'agir. Donc, être en retrait ne veut pas dire pour autant que l'État, ne veut pas dire pour autant que ça soit synonyme d'inaction absolue. Donc, qu'il s'agisse de l'État central ou de ses structures, peu ou prou décentralisées, l'État peut prendre position et peut poser incontestablement des actions concrètes, du moins dans certains domaines. Alors, parmi les conséquences de l'État atomisé et de l'État en retrait, en tant que modalité de l'État atomisé, il faut dire qu'il y a d'abord l'incapacité de l'État
à se penser comme principe organisateur du corps social, encore moins à l'organiser, et incapacité à produire ce que Durkheim appelait un conformisme logique et un conformisme moral, au fond. C'est-à-dire, par cette distinction, Durkheim, dans les formes élémentaires de la vie religieuse, entend, d'une part, il entend par conformisme logique l'accord des esprits sur la base de catégories communes, et par conformisme moral, il entend la participation à un univers commun de valeurs partagées. Donc, comme le rappelle Bourdieu, le conformisme logique est cet accord fondamental avec le monde et entre les aspects et entre les agents, que rend possible la participation à un univers commun de catégories logiques. Donc, cela étant dit, ça peut arriver, comme je le disais à l'instant, que l'État atomisé s'affuble des atouts de l'intérêt général, en faisant quoi? En la volonté, par exemple, de défendre l'intérêt général à chaque fois qu'il est accusé d'être trop particulariste, d'être trop partisan. Donc, il peut toujours montrer qu'il défend l'intérêt général. Et une des armes à laquelle il recourt le plus souvent, c'est la rhétorique. La rhétorique à chaque fois. Donc, on peut le voir par exemple dans le cadre de la chute vertigineuse de la Gourde. Comment le directeur de la BRH, il rappelle dans les colonnes du Novelliste de la semaine dernière, il rappelle que l'État a les contrôles, que la BRH a le contrôle de la situation et qu'il n'y a aucun moyen de spéculer sur la Gourde. Et or, la spéculation existe bel et bien. Or, il montre qu'effectivement, il n'y a pas moyen de spéculer, alors que justement, tous les jours, que ce soit les banques, que ce soit les cambistes, ou bien que ce soit les maisons de transfert, eh bien, tout le monde spécule contre la Gourde. Mais il montre il rappelle qu'il n'y a aucun moyen. Alors que l'inaction, alors qu'il n'y a pas d'action au fond. Donc cette rhétorique constitue une des caractéristiques même de cet État qui se met en retrait, parce que justement, intervenir, empêcher les spéculations, ça serait aller à l'encontre des intérêts d'une faction dominante, d'agents dominants. Donc du coup, l'État a intérêt à montrer à faire croire à tout le monde qu'il agit, qu'il a le contrôle de la situation. Mais au fond, regardez, à vrai dire, l'État ne perd pas le contrôle de la situation. Parce qu'en fait, une partie des agents dominants, une partie des agents des factions dominantes font partie de l'État, au fond. Et quand l'État reste en retrait et qu'il n'agit pas, c'est parce qu'au fond, il défend encore ses intérêts. Bon, mais pas fini. Donc, une autre conséquence, c'est la fracture sociale et territoriale. Donc, que ce soit le corps social ou le territoire, il n'est pas organisé. Et ça conduit, si je pense à l'exemple que j'ai pris tout à l'heure en parlant de Gérald Bataille, ça conduit à ce que j'appelle un aménagement sauvage de l'espace ainsi que du corps social. Alors, une caractéristique fondamentale de l'État atomisé, c'est une politique de laisser-faire. Une politique de laisser-faire, c'est que l'État, se déclarant impuissant, il ne fait rien, il n'intervient pas, il laisse faire. Et donc, ça occasionne l'existence d'une société sauvage, en quelque sorte, livrée à elle-même, qui se démène pour s'auto-organiser dans tous les domaines de la vie quotidienne. Donc, qu'il s'agisse des activités économiques, les marchés au sens empirique du terme, ou des modes d'occupation de l'espace, par exemple, tout contribue à témoigner de la non-présence de l'État. Remarquez que je ne parle pas d'absence de l'État, hein. Il n'est pas absent, il est non présent. Il n'intervient pas, il est non présent, il n'est pas absent, parce que du moment que ses intérêts sont en jeu, il peut intervenir pour chasser des gens, pour leur dire, voilà, ce terrain, il n'est pas à vous, vous l'avez, on va le confisquer, parce que voilà, donc cette maison, vous n'avez pas eu le droit de la construire ici, parce que cette maison, voilà, on va la confisquer. Donc l'État, il peut intervenir à chaque fois.
Mais au fond, c'est que il n'intervient pas parce qu'il n'a pas intérêt, à intervenir, et quand ses intérêts sont menacés, eh bien, il peut intervenir à tout moment. Et c'est pour ça que je ne parle pas d'absence de l'État, je parle de préférence de non-présence. Alors, sans parler de ce que d'autres chercheurs appellent des espaces vides, même si je ne suis pas sûr que ce soit un bon concept, le concept d'espace vide en Haïti, bon, Fritz d'Orvilliers, il parle d'espace vide. Je pense qu'en fait, c'est parce qu'il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de données empiriques suffisantes dans ces analyses qu'il parle d'espace vide. Au fond, il n'y a pas d'espace vide, au sens de Badi. Il reprend le concept de Badi en disant que, dans le cadre de l'enquête qu'il a menée à Bellefontaine, pour dire qu'il y a en Haïti des espaces vides. Mais je ne crois pas que ce soit vraiment le cas. C'est que l'État se met en retrait, au fond. Mais du moment qu'il veut intervenir, montrer qu'il est présent, il peut intervenir. Il peut intervenir. L'État, ou bien l'État peut, à un bon moment, dire, voilà, on va construire tel dispensaire, on va construire tel... on va inaugurer telle institution dans tel endroit pour montrer qu'effectivement, il n'est pas absent, il est présent, ne serait-ce que pour, pour faire de la poudre aux yeux. Voilà. Donc, alors, une grosse conséquence, à mon avis, de cette atomisation de l'État et du fait que l'État se met en retrait, ça produit une crise symbolique, au fond. Moi, j'ai toujours pensé que la crise haïtienne était d'abord symbolique. Bon, on parle de crise haïtienne, politique, etc., économique, c'est vrai, mais je crois qu'en fait, toutes ces crises, qu'elles soient politiques ou économiques, sont avant tout symboliques, au fond. Alors, je m'explique rapidement, puisque l'heure est épuisée. Je crois que l'atomisation de l'État et le fait que l'État se mette en retrait rend impossible, non seulement de penser la collectivité, d'organiser le corps social, mais ça rend impossible aussi, toute croyance dans les symboles, par exemple, dans les valeurs, au fond. Donc, et ce qui fait qu'au fond, du moment qu'on ne croit plus, dans l'institution, du moment que l'institution étatique n'arrive pas à se penser comme une structure transcendante au service de l'intérêt général, eh bien, là, c'est la porte ouverte, c'est la voie ouverte. La voie est ouverte à toutes les corruptions, à toutes les formes de corruption, à toutes les formes de concussion, par exemple. Et donc, comme il s'agit d'un état de type personnel, eh bien, plus personne ne croit en rien, voilà. On ne croit plus en rien. Pour finir, ce qui m'a frappé en novembre 2015, j'étais à Cap-Haïtien, je passais à Vertières. C'était en 18 novembre. Ce qui était frappant, c'est qu'on passait comme si... il n'y avait rien. Il y avait les petites marchandes juste devant, à Vertières, comme d'ordinaire, il n'y avait rien. Voilà, personne ne croit en rien, voilà. C'est-à-dire, ce qui fait le fondement même d'une société, au fond, et d'un État, ce sont... il y a un socle de valeurs, il y a un socle de symboles et de valeurs, au fond. Et du moment que personne ne croit plus en ce socle de valeurs et de symboles, eh bien, ça produit une crise symbolique. Et la crise symbolique est, à mon avis, à l'origine de tout ce qu'on a aujourd'hui. De l'atomisation de l'État. L'État est atomisé et c'est la voie ouverte à toutes les formes de concussion, de corruption, et tout ce qui va avec. Voilà. Je vous remercie. Pour ma part, je crois que le pari pris dès le départ par Lukenson Jean est justifié dans la mesure où, comme il a essayé de le dire au tout début de son intervention, il ne s'est donc pas agi de normativiser, si vous voulez, d'essayer de regarder, de projeter un regard sur l'État à partir des concepts qui sont la plupart du temps préconstruits et préexistent donc forcément à l'observation de la chose en tant que telle. Il a de préférence essayé de décrire l'État en partant de faits en apparence anodins, on va dire. En ce sens, je pense que
nous avons là toutes les raisons de croire que le débat sera enrichissant puisqu'il s'agit d'État et puisque nous avons nécessairement à l'esprit d'énormes conceptions, d'énormes définitions, d'énormes manières de regarder l'État haïtien selon que l'on est, par exemple, lecteur ou se retrouve également aussi dans ce que propose Jean Casimir ou Fritz d'Orvilliers ou encore peut-être Jackie Dahomey, à qui tu m'as énormément fait penser, et ce soir, précisément à cause d'un article qu'il a fait paraître dans Chemin Critique il y a quelques années, sur l'héroïsation du politicien. C'est-à-dire que dans une certaine mesure, celui qui devient la figure politique par excellence, le leader qui rassemble les assentiments populaires, c'est quelqu'un qui arrive à se sacrifier au risque même d'y laisser sa vie. Il doit faire quelque chose que personne avant lui n'avait songé à faire et qui se voit donc comme un défi lancé à tout le monde. Évidemment, la question de l'État en Haïti interpelle au moins pour deux choses personnellement, également, et Luckenson. Je ne sais pas si vous observez que de plus en plus en Haïti, depuis 1994-1995, il y a lieu de parler des programmes d'ajustement sociaux. Ce sont des programmes auxquels on recourt presque tous les gouvernements qui se sont succédés depuis cette période jusqu'à nos jours, parce qu'il suffit de proposer des programmes d'ajustement, des programmes d'apaisement sociaux, par exemple, pour croire que tout va bien, que le peuple s'amuse et que ça va. L'État, aussi bien qu'il peut être en retrait, peut par moment, et tu l'as dit, c'est peut-être une figuration double, duale, en d'autres termes, peut toujours intervenir par moment sur la base de recommandations, de besoins, et dans la sphère publique pour réguler, peut-être qu'on est un peu focaldien là, ce qui se passe même dans la vie des gens, même dans leur corps. Et la deuxième chose sur laquelle, pour finir, j'aimerais quand même attirer l'attention, c'est sur le fait que de plus en plus, et un peu partout dans ce pays, tous ceux qui aspirent à entrer en politique parlent de quelque chose qui, à leur avis, est comme la porte d'entrée à cette manière de voir, ça s'appelle fait social. Quand tu rencontres quelqu'un qui a un projet de devenir candidat à la députation ou à la présidence ou je ne sais quoi, ce qui vient à l'esprit automatiquement, par exemple, très prochainement pour le renouvellement d'un tiers au niveau du Sénat, il y a déjà des gens qui s'activent, hein, qui sont en train de faire du social. Comme s'il suffit de faire du social pour croire que si on a là un programme et que tout peut marcher, tout peut et jouer en notre faveur. Évidemment, je pense que pour discuter de tout cela, il faut bien respirer. Et pour le faire, comme nous en avons l'habitude à Café Philo, nous vous proposons de visionner une vidéo avec Ada intitulée Yopamoun. Nous revenons pour la suite. Merci. Nous revenons, chers amis, après cette courte pause musicale avec Ada. Nous en arrivons au moment le plus important, on va dire, de la tenue d'un Café Philo, où le public est donc précisément invité à échanger, notamment sous la forme de questions à l'invité. Ce soir, nous avons 4 questions et une seule série par conséquent. Nous appelons tout de suite, pour ce faire, ceux-là qui vont venir poser les questions et nous espérons qu'elles seront brèves, qu'elles seront précises et concises et tâcheront de respecter les consignes qui sont celles de Café Philo. Il s'agit en premier lieu d'Evans Chéris Claire, d'I. Bookman, de Jacques Charles, de Colin Emmanuel et enfin de McDonald Orphée. Merci de vous exécuter promptement. Moi, je dis bonsoir à tous les téléspectateurs qui ont suivi l'émission et bonsoir spécialement à l'intervenant. Je trouve qu'il a intervenu sur une thématique assez importante et assez actuelle tout. Et le même temps d'exposer, ça fait me penser un petit peu à Gérard Batelmi, dans le pays en dehors, pour moi-même qui c'est une forme de métaphore qui est capable de parler de l'absence dans l'État, dans la sphère sociale d'acteurs citoyens. Alors moi-même ça qui était une inquiétude pour moi, ou bien on manque pour moi, c'est parce que je ne suis pas arrivé à une précision sémantique de concept État atomisé. Est-ce qu'on voulait dire c'est un État qui a une absence
l'on sphère côté gain acteur qui citoyen capable d'agir mais qui pas joindre l'état ça pour contrôler action sociale ça. Et deuxième question que m'gain, c'est que on pas arriver pour moi situer concept là dans un cadre historique. Parce que si on a considéré l'état haïtien, c'est pas un l'état et sui generis, c'est-à-dire il y a une histoire, un côté le sorti, il y a une évolution pour y arriver la forme que vous arrivez conceptualiser. Nous avons fait un petit aller sur ça. Bonsoir et Café Philo, bonsoir assistance, bonsoir Ralph Jean-Baptiste ainsi que Jean-Luc Luckenson. Non pas c'est Jacques Charles, étudiant en sociologie, étudiant finissant en sociologie à la faculté des sciences humaines. Alors moi-même moi j'ai une remarque, alors plusieurs préoccupations pour sociologue là qui peut aller comme ça. Sociologue là pour moi-même a tenté et m'a dit marquer une différence par rapport à ça inflation conceptuelle qui caractérise ensemble travail qui effectué sous l'État haïtien. Et malheureusement, je m'estime, c'est que moi, j'ai tenté de dire à quelques camarades, m'estime que sociologue là tombé dans le piège là parce que pas gagné à mon avis de description réelle qui fait et dans la prise de parole là et ça fait moi-même certaines fois mon temps perdu. Je me dis moi est-ce que c'est pas pratiquement même des éléments que arrive à avancer même l'heure ou qualifier le différemment. Et préoccupation il y a pas encore comme ça c'est parce que surtout moi remarqué dans le travail là en train de travail de sociologue bien sûr pas gagné on s'amtarele ça pour Dieu que ou cité en pile tarele une sorte de sociogénèse même qui caractérise réflexion loi pas aborder question l'état qui t'a fait effectivement nous prendre en compte même l'état bon soirée l'état atomisé nous t'a pris en compte pour nous dire ça que fait c'est comme ça c'est fait ces modèles l'état atomisé ça à nous gain est-ce que pas gain de l'autre élément beaucoup plus fondamental pour nous prendre en compte pour nous parler de l'état atomisé et seule façon d'arriver à prendre en compte c'est en tenir compte justement de ça les sociogénèse de formation dit étatique là. Et puis par rapport avec ça m'estime et c'est là peut-être c'est Casimir et ainsi que Bertrand Badi li plus ou moins gain raison là me dit raison entre guillemets parce que pas raison dans la science gain raison c'est parce que Bertrand Badi dans l'état est importé il dit non qui très clair c'est que difficulté que l'État qui dans la société sud entre guillemets gagne pour prendre en compte charge c'est parce que l'État même de par invention n'est pas capable d'exister hors de sa sphère de direction c'est-à-dire hors de sa sphère d'invention c'est-à-dire l'État dans le sens que dans tel que l'était constitué en Occident il a toute une difficulté pour l'approprier dans de l'autre espace dans de l'autre contrée c'est ça que fait nous estimer l'État Bertrand Badi préférer parler de l'État importé dans de l'autre contrée que vous voulez imposer et c'est même en tout me penser Casimir à cet effet lui parler de préférence de l'État en Haïti non pas l'État haïtien parce que surtout dans le dernier travail il fait sous lecture décoloniale par rapport à l'histoire d'Haïti il a peut-être regardé ça il a peut-être regardé effectivement que il y a toute une difficulté assez souvent que l'État ça il dit nous qui l'État haïtien gagne pour approprier col ça c'est ça qui fait peut-être qui a naissance avec l'état atomisé que vous parlez donc pour moi même je pense que duel conceptuel là il était pendant et c'est ça qui fait pour moi même remarquer pour moi même de conférence pas trop satisfait merci non pas c'est Colin Emmanuel c'est étudiant école normale supérieure ma fond master en sciences humaines et sociales mention géographie moi salut intervenant et Ralph aussi. Il y a un texte où fait me penser avec pendant que vous avez intervenu, c'est quelle sociologie pour les géographes et quelle géographie pour les sociologues. Et moi, dans la définition que tu as tenté à l'État haïtien, moi, ouais que oui, c'est regarder l'État haïtien comme un État qui est impuissant dans la capacité de gagner pour l'organiser le territoire. Spatiaux. Par exemple, pour Gérald Bataille ou Dimounio, donc on pratique, l'État va y contrôler. Et pour moi-même, je pense que ce n'est pas fini tellement, donc bon, pas tellement d'accord. Si je cite Georges Dilicien, l'État, ce n'est pas l'État qui définit l'espace en soi. C'est souvent individuel par rapport à la pratique que vous gagnez dans l'espace, qui a l'espace, qui a dit tel sens. Mais comment il a regardé? Par exemple, vous avez une motocyclette, ou monter et puis vous regardez le chauffeur à dos. Debout, il est là au Pétionville. Donc, d'abord, ça veut dire chauffeur,
lui-même l'a défini limite là pour ça veut dire déjà ouais que ces petits machins yo motocyclistes yo c'est eux même qui a défini limite yo ouais ça me dit non donc c'est pas l'état en soi qui en vini et puis il dit bon mais comment des limites comme si des limitations en fait il garder pratique pour nous tout et puis il garder comment espace va organiser pour lui-même pour capable arriver avant que des limitations sont pas normatifs ils sont pas pratiques tout est-ce que ça me dit là donc nous pas courir paraître nous dire bon mais tel bagaille. Donc c'est individu qui a organisé l'espace. Donc je pense que l'aspect ça pas tellement tenir compte de lui. Donc on capable prendre l'autre exemple tout. Ou bien doit avoir un espace rural et puis tant ou garder ouais, il y a des pratiques urbaines qui fait là-dedans. Nèg doit comme si li non espace rural et pour elle venir avec mode de vie et comme si ou conjoint non espace urbain. Est-ce que pour nous capable qualifier espace ça tel genre par rapport avec sans pratique si nous pas tenir compte de pratique. Donc moi c'est ça. Les filles nous t'ai parlé de question aménagement de l'espace, l'état pas tellement qui contrôle. Bon, moi-même personnellement, je pas penser que pas de travaux qui fait sur ça, je pense que des travaux qui fait sur ça. Donc ça qui arrive que pour qu'on ait une politique publique qui définit, on est capable de dire aménagement du territoire là, bien. Même pas penser tout question aménagement du territoire là, ils sont bagages qui toujours bénéfique parce que les capable un côté pour exclure moun tout, les capable un côté pour nous sortir avec une gentrification tout. Donc merci Wagin pour faire répondre sur commentaire. Bonsoir au modérateur, bonsoir au professeur, bonsoir au public de Café Philo. Le professeur m'a fait une sorte de comparaison entre l'exposé là avec un livre sur les écrit. C'est la République dominicaine, Haïti, Cuba, État, économie et société. La PC comprend dans le livre, dans la recherche, pour qui ça, Cuba, République dominicaine et Haïti, ils ont issu du même processus de colonisation et de décolonisation et ils ont arrivé à former trois types d'États différents. Pour Cuba, c'est État totalement socialisé. Pour la République dominicaine, c'est État faible mais fonctionnel. Pour Haïti, c'est État fragile. Et les bases de travail, il y a sur deux conceptions de l'État. Dans un premier temps, les bases de travail, il y a sur une approche webérienne qui fait que l'État, c'est un groupe ou bien instance qui possédait le monopole de la violence légitime. Et sur l'autre auteur, qui c'est Norbert Elias, celui du monopole de la fiscalité. Et le travail fait sur l'État atomisé, même d'ailleurs, connaît ce qui substrat conceptuel, le travail lui-même est basé en dehors de l'observation que vous-même vous faites. D'autant plus si l'État atomisé est caractérisé par un ensemble, alors par absence de ensemble d'institutions régaliennes ou bien un ensemble d'institutions qui est là pour fixer l'équilibre du jeu démocratique, nous avons demandé quel rapport qui gagne entre État atomisé qui vous-même vous fait exposer sur l'IA avec État faible mais fonctionnel qui existait en République dominicaine. Merci. Bon, je commence à répondre aux questions un peu dans le désordre. Je réponds à la quatrième question. Ce n'est pas une question, c'est plutôt un commentaire. En fait, il y a deux manières de concevoir l'aménagement du territoire. Il y a un aménagement par le haut et un aménagement par le bas. Donc, après, bon, des auteurs peuvent soutenir l'idée que l'aménagement par le bas, c'est une forme d'aménagement tout à fait légitime, il n'y a pas de problème. C'est à ça qu'on assiste en Haïti. Moi, enfin, ce que je veux le dire, c'est que là, nous, en Haïti, on n'a pas cette forme d'aménagement par le haut où l'État conçoit des plans d'urbanisme, où l'État organise le territoire, au fond. C'est ça mon idée. L'idée, c'était de dire que les individus s'organisent comme ils peuvent, ils s'auto-organisent comme ils peuvent. C'est ce que j'appelle une forme d'aménagement, une organisation sociale sauvage. Ils s'organisent comme ils peuvent, tant bien que mal. Et ce qui est frappant, l'État, après, il vient entériner ce que font les individus. Donc, tout ça pour dire que il s'agit de deux concepts d'aménagement. Il s'agit de deux concepts d'aménagement
C'est vrai que l'État ne peut pas aménager sans tenir compte de ce que font les acteurs, de leur comportement, de leur rapport à l'espace, c'est vrai. Mais force est de constater que, eh ben, en général, ça donne ce que ça donne. Voilà, en Haïti, ça donne ce que ça donne, quoi. Voilà. Bon. C'est-à-dire, s'il n'y a pas un État comme principe organisateur qui puisse aider à faire les choses telles qu'elles devraient se faire, eh bien, on a ce qu'on a. On a l'anarchie qu'on a aujourd'hui. Voilà. Bon. Et puis, je réponds à... Je réponds à la dernière question qui me semble une question très pertinente. Alors, c'est vrai que les auteurs que vous avez cités, que l'intervenant a cités, auxquels l'intervenant s'est référé, ce sont des auteurs... c'est vrai que sur Pierre Etienne cite Elias. Elias, c'est un grand sociologue, c'est vrai, mais en même temps, parfois on peut se demander à quoi correspondent on peut se demander à quoi correspondent ces références. Enfin, on peut se demander empiriquement à quoi ça correspond certaines des affirmations d'Elias. Après, moi, je pense que moi, ce que j'entends, ce que j'appelle... Alors, ça, c'est une précision de taille qui est quand même très importante à apporter. L'État atomisé tel que j'essaie de le conceptualiser, c'est... Enfin, il n'est pas en opposition avec l'État néopatrimonial, au fond. C'est une conséquence logique, même si vous voulez. C'est-à-dire que, à force de se patrimonialiser, l'État... Au bout d'un moment, l'État finit par s'atomiser. Et moi, comme tentative de repère historique, enfin ça je l'ai dit, peut-être que ça vous a échappé, ça a échappé à l'intervenant. Je crois que, alors c'est pas moi qui le dis, hein, il y a un politiste qui dit que justement, Duvalier, le règne des Duvaliers, c'était le paroxysme de l'État patrimonial. Puisque l'État haïtien a toujours été un État néopatrimonial, au fond. C'est-à-dire, depuis Dessalines, ça a toujours été un État néopatrimonial. Et donc, le néopatrimonialisme a atteint son paroxysme avec les Duvaliers, où vraiment, il y a une gestion des affaires publiques, une gestion de l'État où l'État vraiment, où il y a une gestion des affaires publiques comme des affaires strictement privées. Donc, alors, en ce qui concerne ce que j'appelle l'État atomisé, moi je crois que l'État a commencé à s'atomiser après Duvalier, après 86. Enfin, comme je l'ai dit, c'est à la fin des années 80. Bon, parce que je pense que c'est en partie une des conséquences des différents troubles politiques auxquels on a assisté à l'époque, des différentes instabilités politiques. Bon, rappelez-vous le nombre de gouvernements qu'on a connus de 86 à 80 à 90. Et malgré la première élection démocratique de décembre 90, il n'en reste pas moins que les troupes politiques ont continué, au fond, avec le départ d'Aristide en exil. Et donc, moi, je pense qu'effectivement, on a eu des moments. Il y a eu des moments de l'histoire d'Haïti où l'État a été par moments atomisé, où il s'est mis en retrait. Mais c'est devenu systématique, je crois, vraiment, avec l'instauration, il me semble, de la démocratie, où l'État a cessé même s'il y a eu la rhétorique d'Aristide à un moment, comme quoi il défend le peuple, il défend les masses paupérisées, mais il me semble que c'est à partir de ce moment que, effectivement, l'État a commencé à se parcelliser, où la politique a commencé, où le champ politique est devenu un espace où les gens, dans lequel les gens ils veulent entrer.
pour s'enrichir, pour avoir du pouvoir, mais aussi pour accéder aux maigres ressources du pays. Voilà. Aux maigres ressources du pays, mais aux ressources, aux dons aussi, aux dons humanitaires, hein, à l'aide humanitaire. C'est un peu ça aussi. Hein. Maintenant, et ce processus ne fait que continuer. Il ne fait que continuer, il ne s'est pas arrêté. Et parallèlement, ce qui est frappant, c'est que ça produit en même temps une érosion, hein, comment dire, un affaiblissement des croyances dans nos institutions. Alain Gilles l'a bien montré dans une enquête, sur la violence. Il a bien montré que les acteurs sociaux n'avaient pas confiance dans nos institutions, que la seule institution dans laquelle ils avaient confiance, c'était l'Église. C'est très frappant. Et pour comprendre cette érosion de la confiance dans nos institutions, il faut se référer à, comment dire, à ce phénomène d'atomisation de l'État. C'est-à-dire le fait que la politique du ventre devient dominante et que l'État s'atomise, ne pouvant pas penser l'intérêt général, eh bien, ça finit par comment dire, c'est la confiance des acteurs sociaux qui en prend un coup. Ça en prend un coup. Les gens, enfin, en tout cas, ceux qui n'ont pas les moyens d'accéder à l'État, d'accéder aux maigres ressources de l'État, eh bien, soit ils n'y croient plus, ils s'arrangent autrement, ils font confiance à l'Église, à la religion, soit ils se cassent, ils se barrent, parce qu'ils se disent, bon voilà, il n'est plus permis d'espérer. Donc, en gros, c'est un peu ça, au fond. Donc, et même ceux qui ont confiance, même ceux qui pensent pouvoir accéder à l'État, qui pensent pouvoir devenir sénateur, député, ministre, directeur général, même ceux-là n'ont pas forcément confiance dans nos institutions. C'est pour dire qu'au fond, la conséquence même de l'atomisation, c'est une forme, ça conduit à une crise symbolique au fond. C'est-à-dire les gens, ils n'ont plus confiance dans les différentes institutions, ils n'ont plus confiance en ce que fait l'État, en ces différentes structures, parce qu'ils savent qu'au fond, ce qui est d'abord au cœur de la pratique politique, c'est la politique du ventre, et que chacun veut avant tout défendre ses intérêts, avoir du pouvoir, et puis avoir accès aux maigres ressources de l'État. Alors, je réponds maintenant à la troisième question par rapport à la question de l'inflation conceptuelle. Absence de sociogenèse. C'est vrai, il faut dire que c'est un travail qui est en cours, au fond. Alors, j'ai quand même essayé de repérer, de donner quelques repères à partir duquel débuterait l'État atomisé. Mais en fait, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'État atomisé n'est pas, comme je l'ai dit, au fait, moi, enfin, très honnêtement, je ne cherche pas du tout à produire un concept de plus. Si c'est le cas, peut-être que je me suis mal exprimé dans tout ce que j'ai raconté, parce qu'en fait, c'est toujours la faiblesse des travaux qui sont en cours en général. Ce travail, c'est un travail qui part de constat, au fond. C'est vrai que, bon, c'est un travail en cours, je m'appuierai à un moment sur des cas empiriques, beaucoup plus précis, en ce qui concerne l'administration haïtienne, c'est vrai. Bon, pour l'instant, j'en suis pas là. Alors, j'ai voulu vraiment présenter, cette première phase, l'idée étant non pas d'entrer dans cette logique d'effacement conceptuelle, mais d'aider à voir ce que fait l'État, au fond, concrètement. Et donc moi, par rapport à ce point, je pense que il y a peut-être une mécompréhension de mon propos, c'est que c'est pas que je pense que c'est une très mauvaise lecture de penser que c'est parce que l'État a importé qu'il fonctionne mal en Haïti. Mais quel État a importé en Haïti? Bon, historiquement, peut-être on a pu penser que cet État a été importé. Mais est-ce que c'est l'État européen qui importe en Haïti? Je ne crois pas. Hein. Je pense que c'est une très mauvaise lecture. Je suis désolé, mais ceux qui mobilisent Badi en parlant d'espace vide, ou ceux qui parlent d'État en Haïti, bon après c'est une posture
que je comprends. Je comprends cette posture. Politiquement, ça a une portée, que n'a pas la mienne, que n'a pas la position que moi je choisis. Mais je crois que, d'un point de vue scientifique, je suis désolé, mais bon, je ne suis pas sûr que ça permette de comprendre grand-chose. Si on regarde de près, l'État haïtien, on va se dire que l'État haïtien, de près, c'est un État ambivalent. Il est ambivalent. On peut y trouver des éléments importés, certes, mais en même temps, si on regarde de près, on peut y trouver des éléments tout à fait spécifiques qui font sa spécificité. Donc c'est assez difficile de dire que c'est un État importé, et c'est parce qu'il est importé qu'il fonctionne comme ça, qu'il a du mal à marcher. Je pense que c'est un point de vue normatif qui ne permet pas de comprendre grand-chose, sociologiquement, je crois. Il faut regarder ce que fait l'État concrètement, et puis il faut arrêter, à mon avis, de penser que l'État devrait être ainsi. C'est un type d'État en Haïti. On a un type d'État. On a d'autres formes qui s'en rapprochent en Afrique, comme le montre très bien Béatrice Hibou en sciences politiques. C'est un type d'État. Qui a dit que l'État voulait être autrement? Il y a une question que pose Bourdieu à la suite de Weber. C'est une question où il dit à qui profite l'État? Alors, dans le modèle webérien, l'État ne profite à personne. Dans le modèle webérien, l'idéal type webérien de l'État, c'est un idéal type tel que l'État ne profite à personne, au sens strict du terme. Et Bourdieu, il mobilise Weber contre Weber en disant à qui profite l'État? Et dans ce type d'État, l'État profite à quelques-uns. L'État profite à des clans, à des factions. C'est un type d'État, au fond. Il faut arrêter de dire qu'il fonctionne mal parce qu'il est importé. C'est un point de vue normatif qui ne permet de rien comprendre sur le plan empirique. Avec ça, on ne peut pas enquêter. Avec un tel point de vue, on a du mal à enquêter. Moi j'ai commencé à travailler sur deux administrations, sur deux institutions haïtiennes, deux institutions publiques, et quand on regarde de près, on comprend qu'au fond, l'État est plus complexe qu'il n'y paraît au fond. C'est plus compliqué que ce qu'on croit en général. On peut penser que c'est importé, bon, c'est de gros concepts, importés, etc. Bon, d'accord, mais et c'est pas faux. Je vous comprends parce qu'effectivement, moi, je m'inscris à contre-courant de Badi. Mon travail, c'est dans la lignée de Bayard, de Hibou, de Bayard, qui sont eux à l'encontre de Badi. Ça se comprend. Bon. Et bon, je crois avoir déjà répondu à la deuxième question. Qui évoque l'absence de situation historique du concept. Je pense que c'est une bonne question, mais j'y travaille. Bon, même si j'ai commencé à apporter quelques clarifications du point de vue historique. Et puis, la première question, je crois, c'est une très bonne question parce qu'au fond, en écrivant ce que j'ai écrit, ça m'a fait penser à Barthélemy, que je n'ai pas cité d'ailleurs. Alors, je n'ai pas cité parce que ce qui est au fond de sa problématique, ce n'est pas du tout la question de l'État, telle que moi je veux l'analyser, même si le problème de l'État, il est quand même toujours en filigrane par rapport à ça. Mais sauf que, là encore une fois, Barthélemy, il a un modèle d'État en tête, Barthélemy. Le modèle d'État en tête, c'est un État, comment dire, qui est accaparé par un petit groupe, mais qui exclut la majorité, les masses paupérisées, et qui produit le pays en dehors, au fond. Bon, même si je trouve que le pays en dehors, aujourd'hui, ce n'est pas un concept pertinent. Par le passé, oui, mais bon, ceux qui citent Barthélemy, bon, même l'opposition, Créole-Bossel, aujourd'hui, c'est plus une bonne opposition. Historiquement, oui, peut-être, mais bon, ça ne sert plus à comprendre grand-chose, je crois, du point de vue empirique. Si on mène une enquête de terrain, on va voir que la question est beaucoup plus complexe que ça. Et alors, tout ça, c'est pour dire que... Alors, le modèle d'État que Barthélemy a en tête, c'est un État qui exclut les masses, qui est capté par un petit groupe, mais qui exclut la majorité. C'est vrai. Alors, mais ce qu'il faut dire, c'est que, à chaque fois, ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que l'État veut être autrement, au fond? Mais à chaque fois, on pointe des intentions en pensant que l'État, il devrait être ainsi, voilà. Mais l'État, il ne veut pas... Enfin, moi, je crois que c'est un modèle d'État qui a un mode de fonctionnement, qui a une logique de fonctionnement, qui n'a pas envie d'être autrement.
Et si on veut le comprendre, il faut l'analyser tel qu'il fonctionne, au fond. C'est-à-dire, il faut arrêter de dire que il est ainsi, il n'arrive pas à faire ci, parce que. Mais c'est un type de fonctionnement. Après, on peut toujours avoir un jugement, un jugement prescriptif, normatif sur ce fonctionnement. C'est normal, ce qui est bien, mais en même temps, c'est un type de fonctionnement qu'il faut d'abord essayer de comprendre. Et je crois que ce type de fonctionnement, c'est, comment dire, enfin, pour le comprendre efficacement, il faut arrêter d'avoir à l'esprit d'autres formes d'État. C'est comme un sociologue, politologue haïtien qui dit qui réfléchit sur les difficultés de l'État moderne en Haïti. Est-ce que... regardez, actuellement, il y a un travail, il y a un projet qui a plus de 10 ans de modernisation de l'État, de l'administration publique. Je connais un petit peu de l'intérieur du projet, j'ai lu quelques documents, et c'est plus de la rhétorique au fond. C'est de la rhétorique avant tout, au fond. L'État veut se moderniser, on veut rendre l'accès aux services publics beaucoup plus facile, mais en fait, tout ça, c'est un ensemble de discours. Hein, c'est une manière de blabater, on va dire. C'est de la rhétorique. Et ce type d'État même qui existe comme ça, c'est un type d'État qui croit beaucoup en la rhétorique, qui fait souvent allusion à ça. Et si on regarde ses actions, eh bien on va voir qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de progrès au fond. Mais c'est une logique de fonctionnement, c'est un mode de fonctionnement. Et si on veut l'analyser, le comprendre, eh bien, il faut le regarder tel quel. Il ne faut pas penser que c'est parce que c'est importé, parce que, que ça ne marche pas comme ça, au fond. C'est qu'il y a un groupe, il y a un groupe de gens, il y a des clans, des factions, que ça arrange, sans compter le fait que vous avez des agents dominants qui ne sont pas dans l'État, qui ne font pas partie de l'État, mais qui peuvent l'influencer. Comme s'ils faisaient partie de l'État, voilà. Nous disons donc merci à Lukenson Jean. Encore une fois, je maintiens cette idée de pari pris qui me paraît en tout cas justifiée jusque vers la fin, puisque ça permet d'échanger, ça permet aussi de confronter les idées. Moi, j'ai bien aimé ces contradictions qui sont portées entre ce que d'autres gens pensent dans la salle, notamment mobilisant et Bertrand Badi sur l'État importé, ou alors Jean Casimir, ou encore Barthélemy, enfin, auteurs dans lesquels tu ne te retrouves pas forcément. Moi, je suis en train de découvrir des travaux critiques en ce moment qui sont faits sur Barthélemy, notamment un travail de celui qui a énormément réfléchi sur le nouveau contrat social haïtien. Ouais, et non, c'est pas lui. Il a beaucoup travaillé sur ça. Hein. Bon, il est au CNRS aussi, historien de l'art, etc. Carlo Avier-Celius, qui a fait un très bon travail sur créole bossal, etc. Ouais. Donc, je pense que le débat se poursuit et l'intervention valait la peine. Ça prouve qu'il y a encore énormément de choses à se dire sur la question. J'espère que mardi prochain, on pourra continuer dans cette même veine avec un public peut-être plus nombreux, mais surtout très motivé, très mobilisé sur ce qui se dit à Café Philo. À mardi prochain donc pour un autre Café Philo de qualité. Merci, au revoir. Ou pas te doit te lever, ou pas te doit te mais c'est fierté ou gagner. Pas laisser yo blesser, pas laisser yo blesser. Nous c'est un seul père descendre en bacal à ma chambre. Et puis moi, c'est même bitin. Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Et vous et moi, c'est yon et l'autre, c'est yon dans l'autre. Mais là tout bitin brûlé, faut non fin calculer, faut yo apprendre baiser.